tamoul est une langue qui se pratique en Inde du Sud et à Sri Lanka, qui est parlée aussi un petit peu à l'île Maurice ou dans un certain nombre de zones qui sont des zones où il y a une diaspora tamoule. Et c'est une langue qui n'appartient à aucun autre groupe linguistique. C'est une langue extrêmement particulière qui est localisée dans le sud de l'Inde et au nord de Sri Lanka. Cette langue s'écrit avec une écriture qui est distincte de l'écriture de Singalais. Et donc la langue singalaise, elle, appartient au grand groupe des langues indo-européennes et s'apparente au hindi, au bengali, à des langues qui sont parlées plutôt dans le nord de l'Inde. Voilà, donc pour situer cette question linguistique sur laquelle on va revenir parce que c'est au cœur du sujet. Mais je vais continuer sur... Alors le pays est devenu indépendant en 1948. Et après l'indépendance, la langue anglaise, qui était la langue du colonisateur, qui a été la langue administrative, a été conservée jusqu'en 1956. En 1956, un mouvement issu de la majorité singalaise bouddhiste, alors j'ai oublié de vous dire que les Singalais sont, dans leur très grande majorité, de religion bouddhique. Donc un mouvement issu disons, de ce qu'on pourrait qualifier de nationalisme bouddhique singalais, a trouvé une expression politique à travers un leader qui s'appelait Bandaranaike, et ce leader a gagné les élections de 1956, et parmi dans son programme électoral, il y avait deux mesures qui ont été appliquées disons, symboliquement très vite, dans la pratique beaucoup plus lentement, mais symboliquement très vite. Une de ces mesures consistait à abandonner l'anglais comme langue officielle et à faire du singalais la seule langue officielle. Alors le mouvement séparatiste lui-même a pris deux formes. À l'origine, les politiciens tamouls étaient des gens de haute caste, avec un niveau d'éducation tout à fait supérieur et un niveau de vie élevé. Peut-être une sorte de bourgeoisie locale qui n'était pas prête à se lancer tête baissée dans un mouvement armé. Mais cette élite tamoule de Jaffna s'est trouvée en fait privée d'une grande partie des ressources qu'elle tirait de sa présence dans l'administration. Les pêcheurs du nord de Jaffna qui faisaient le commerce ou éventuellement la contrebande avec l'Inde et qui, disons, du fait même de la profession de pêcheur, profession maritime, avaient une ouverture et également aussi une tradition de violence. Bon, vous savez que bon, la pêche, c'est une activité qui n'est pas une activité non violente, loin de là, et dans le contexte hindou, alors que les agriculteurs sont considérés comme des gens purs et qui n'exercent aucune violence et qui ne touchent pas, ne mangent pas les animaux, hein, eh bien les pêcheurs au contraire sont des gens qui ont l'esprit d'entreprise mais qui partent en mer et qui exercent leur violence pour vivre. Et donc cette image cultivée par les pêcheurs eux-mêmes a fait d'eux le noyau initial de la revendication armée tamoule. Alors les pêcheurs, ça représente quand même pas beaucoup de population, c'est peut-être 2% de la population de l'île. Et parmi les pêcheurs, il y a à peu près la moitié qui sont catholiques. Parce qu'en fait, les Portugais, lorsqu'ils sont arrivés dans l'île au XVIe siècle, ils ont converti les gens qui étaient les plus proches d'eux, puis qui étaient en relation avec eux, les pêcheurs. Un groupe de jeunes issus de Jaffna s'est lancé dans une action mais groupusculaire. C'était un groupe d'une vingtaine de jeunes qui n'avaient pas eu accès à l'université de Jaffna et qui étaient sans emploi et qui ont commencé, ils étaient tous issus de ces villages de pêcheurs du Nord, et ils ont commencé à attaquer les policiers et ensuite l'armée qui a été envoyée à Jaffna, donc des policiers qui pour la plupart étaient des Singalais. Ils ont commencé à les attaquer, donc attaque de poste de police, sur le modèle d'autres attaques menées, elles, par des Singalais dans le cadre d'une révolte précédente dont je ne vous parle pas aujourd'hui, parce que ça ne concerne pas les Tamouls. Alors, ces attaques ont entraîné naturellement l'envoi de troupes, une répression, et donc le cycle provocation-répression a fait que, au début des années 80, il y avait déjà à Jaffna des détachements très importants de l'armée
qui était, disons, très largement manipulé par les politiciens singalais extrémistes. Et ce sont ces détachements de l'armée, généralement sans uniforme, qui ont commis, à partir des années 81-82, des attaques contre les civils et des attaques contre des monuments, des lieux qui symboliquement étaient extrêmement importants pour les Tamouls, en particulier de la bibliothèque publique de Jaffna, qui était une grande bibliothèque qui possédait l'essentiel de la littérature manuscrite et imprimée, mais surtout manuscrite, tamoule, remontant au siècle précédent. Cette bibliothèque a été saccagée et brûlée en 1981, et ce saccage, cet incendie, ont fait basculer vers la revendication séparatiste la grande majorité de la population de Jaffna. Alors, cette revendication tamoule, elle a donc pris une forme armée, et à ce moment-là, se sont constitués une série de groupes. Le groupe principal était dirigé par Prabhakaran et a pris le nom de Tigre, libération de l'Ilan Tamoul. Alors pourquoi Tigre? D'abord parce que le tigre était l'emblème des rois tamouls du Moyen-Âge. Donc il y a une référence au passé historique. Mais aussi parce que le lion est l'emblème des Singalais. Le mot Singalais signifie les gens du lion. Et le lion figure, il n'y a jamais eu de lion à Sri Lanka, mais c'est pas grave, le lion c'est le symbole de la force, et le lion figure sur le drapeau sri-lankais. Et donc s'identifier autour de l'image du tigre, c'était évidemment une façon de se démarquer complètement de l'identité sri-lankaise telle qu'elle était définie par les Singalais. Mais les Indiens pensaient pouvoir contrôler les tigres, et ils n'ont pas pu les contrôler, et les tigres se sont retournés contre l'armée indienne. Ils ont commencé à commettre des attentats contre l'armée indienne. L'armée indienne s'est mise à réprimer les populations soupçonnées d'être les soutiens des tigres. Et la chose est devenue tellement difficile pour les Indiens qu'en 1990, au bout de 3 ans, ils ont retiré leurs troupes. Et retirant leurs troupes, ils ont laissé le champ libre aux tigres. De sorte qu'entre 1990 et 1995, les tigres ont contrôlé toute la péninsule de Jaffna et une bonne partie de la côte est, et en ont fait une zone libérée, si vous voulez, enfin une zone sous leur contrôle. Donc Jaffna et toute la partie est s'est trouvée sous le contrôle des tigres, avec mise en place d'une administration, d'une police, d'une justice et d'un régime de parti unique et de méthodes parfaitement dictatoriales exercées par Prabhakaran. De sorte que durant cette période-là, une partie de la population tamoule a commencé à prendre ses distances par rapport au mouvement des LTTE. Ça a été le cas en particulier d'intellectuels organisés autour de l'université de Jaffna qui ont été carrément exterminés par le leadership à ce moment-là, en 1991-1992. Alors, en 1995, à la suite de l'assassinat du président de Sri Lanka par les tigres, une nouvelle présidente a été élue, Madame Chandrika Kumaratunga, qui s'est lancée dans un projet de négociation. Donc, pour la première fois, il y a eu une tentative de négociation entre le gouvernement de Colombo et les tigres qui tenaient le territoire du Nord. Alors, à la suite de cette perte de contrôle, les tigres ont entraîné avec eux une bonne partie de la population vers le sud, vers la région de Vani, qui est ici. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque il y a eu une conjonction, en fait, entre la montée chez les Singalais d'un mouvement, disons, qu'on pourrait qualifier de mouvement de faucon, qui a voulu reprendre la guerre, et donc la guerre a redémarré en 2006.
Et cette guerre a été gagnée entre 2006 et 2009 par l'armée gouvernementale. Voilà. Donc l'armée gouvernementale a progressé et a enfermé les 200 000 personnes qui avaient suivi les Tigres et qui s'étaient installées dans cette région-là, les a repoussées sur une étroite bande côtière entre mars et mai 2009, dans laquelle, disons, les conditions étaient absolument épouvantables. L'armée avait constitué officiellement des zones de refuge où elle annonçait qu'elle ne tirerait pas. En fait, l'armée sri-lankaise a tiré sur ces zones, d'autant plus que les Tigres s'étaient installés dans ces zones et tiraient sur l'armée gouvernementale. Donc, les Tigres ont utilisé cette population civile qui était venue avec elle comme bouclier humain, et l'armée sri-lankaise a écrasé dans des conditions épouvantables cette rébellion. Bon, les chiffres officiels gouvernementaux parlent de 7 000 à 8 000 morts.